François Bon, Balzac, roman. Là, c'est un peu nu derrière moi, mais on va rajouter un portrait de Balzac par l'ami Philippe Cognier. Je suis très fier qu'il soit là pour nous aider. Alors vous savez que depuis le début, on alterne une part pour moi de lecture intégrale. C'est physique et ça permet aussi, j'ai des petits témoignages, qu'est-ce que ça fait plaisir, on écoute ça en voiture, à la gym, où vous voulez, ou de toute façon on est en train de travailler à des choses qui permettent, on peut le laisser sur un petit onglet découvert, et ça c'est un projet qui pour moi était qui remonte loin, 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 et c'est rajouté par l'idée du web, une espèce de site où, comme une espèce de carte géographique. Et puis hop, tu appuies ici, et le texte se déroule. Tu appuies ici, et le texte se déroule. On va tout écouter, on va explorer les bords. Non, c'est pas ça l'idée. C'est que Balzac soit présent parce que depuis chaque petit point qu'on l'ouvre, les questions de cette triangulation, l'auteur, l'écriture, le monde, c'est présent en entier. Ça se divise pas. Et ces lectures, évidemment, c'est un versant. L'autre versant, c'est les enquêtes, les discussions sur l'œuvre elle-même, sur les lecteurs de Balzac. On a déjà ébauché Ernst Curtius, Maurice Blanchot, Julien Gracq, Michel Butor, mais il y en a d'autres qui vont se joindre. Et puis, ces nœuds qui sont dans la vie elle-même, comme ce mariage de sa jeune sœur Laurence, qui mourra à 23 ans, comme l'équipait en Sardaigne à la recherche de mines d'or, comme aussi, là, tout récemment, ce dossier pour moi important à ouvrir qui concerne Caroline Marbouty. Et avec ça, on complexifie la fresque. Alors, pour moi, il y a un témoignage obligatoire à retrouver sur la route. Vous savez que donc il y a cette sœur Laurence qui est décédée à 23 ans, mais il y a surtout Laure. Et Laure, donc, a 2 ans de moins qu'Honoré. Leur enfance, c'est ensemble. Elle épouse un ingénieur spécialisé dans les canaux, par exemple le canal de l'Ourcq, quand elle l'a connu. Et donc elle devient Laure Surville, mais la proximité avec son frère, c'est comme si c'était un flux d'énergie positive, vraiment constant, permanent, dans les coups durs, dans les périodes âpres. Et pas possible de naviguer dans Balzac sans que ce dialogue intérieur s'établisse aussi avec cette énergie positive de Laure. Après le décès de son frère, donc en 1850, lui il a 51 ans, elle en a 49, elle qui s'est mise à écrire aussi, elle publie des contes, par exemple Le compagnon du foyer, elle va écrire aussi un livre qui s'appelle Les 14 femmes de Balzac. Non, j'exagère, c'est pas exactement comme ça, c'est Balzac, portrait de 14 femmes, et ce sont évidemment des personnages de l'œuvre, comme la Pauline de Louis Lambert, et ça aussi on ira voir. Mais en 1856, la dette à son frère, c'est de publier un texte qui s'intitule simplement Balzac, sa vie, ses œuvres. Et ce Balzac, sa vie, ses œuvres, c'est pour moi un texte important parce que, évidemment, c'est le seul témoignage direct sur l'enfance de Balzac. Alors, est-ce que c'est fiable ou pas fiable? Moi, c'est pas ça la question. Je n'y cherche pas un savoir biographique. Par contre, on va trouver des points où justement nous déplacer notre mode de lecture. Par exemple, Balzac, de ses 6 ans à ses 14 ans, il est interne au collège de Vendôme, et dans ses 8 ans, on sait que sa mère viendra le voir 2 fois. Par contre, son père et Laure, eux, viendront 2 fois par an. Est-ce que c'est des modèles de rapports familiaux qui, pour nous, sont acceptables? Non, donc on a tendance à en faire des singularités ou y trouver des explications. Eh bien, tout d'un coup, on va avoir le point de vue d'une contemporaine et totalement impliquée dans la même histoire, et sa conception à elle du concept familial ou du rapport parent-enfant n'est pas le même que nous. Et tout d'un coup, la perception de Balzac se change. Il y a
quelque chose aussi concernant le père. Nous, on voit toujours quelqu'un de beaucoup plus âgé que sa femme, c'est le cas. Évidemment, on ne va pas changer ça, mais il y a ce petit brin là de folie, d'originalité, et puis de passion pour le fric, cette espèce de tontine. Il y a un texte entier de Balzac sur la question de la tontine. Donc, oui, il pourrait faire fortune. Et la fortune ne vient jamais, et finalement, non, ça ne marchera pas. Mais là, tout d'un coup, on va avoir cet indicateur-là. Je ne ferai pas de commentaires, je vous laisserai apprécier tout ça tout seul. Il y a un personnage qui, pour moi, passe ensuite dans d'autres instances biographiques, mais on n'en sait rien d'autre que ce que nous en dit Laure, c'est la grand-mère maternelle. En fait, le couple des grands-parents. Sauf que la grand-mère, elle, après le décès de son mari, va venir vivre à Tours avec les Balzac. Et là, on a quelque chose dont je suis sûr que c'est un poids. Par exemple, cet ami de la grand-mère qui a connu Monsieur de Beaumarchais. Et la langue de Laure Surville, eh bien, c'est cette grande marque de l'époque. Elle est précise, elle est fluide, elle laisse des images rémanentes. Et la formation qu'elle a pour la langue française, l'amour du langage, c'est la même que celle de son frère. Ils partagent tout. On a aussi des petits aperçus, par exemple, sur la passion de Balzac pour les livres. Comment il faisait pour se procurer ses livres? Vous allez voir ici, là, la grand-mère qui fait exprès, parfois, de perdre au whist pour que son petit-fils s'achète des livres. Mais elle nous parle de la bibliothèque que son frère avait mis toute sa vie à concevoir et organiser. Et ça a disparu. Ça en reste avec Madame Veuve. Donc je me propose de lire, sans doute pas tout, mais au moins tout ce qui concerne enfance, adolescence, disons jusqu'à cette première année à Paris, rue Lesdiguières, dans la langue de Laure Surville. C'est un PDF qu'on trouve facilement sur le site de la Bibliothèque nationale, Gallica. Bien sûr, et il fait partie, ce PDF, des ressources que vous avez via la petite clé USB Balzac roman. Hommage à Laure Surville. Évidemment, on va apprendre des choses sur Balzac, mais on garde en tête que l'important, c'est pas ce qu'on apprend sur lui, c'est en quoi ça nous aide à déplacer notre regard sur l'instance même de ce qu'est la biographie par rapport à un destin d'auteur. On y va. Balzac, sa vie, ses œuvres, 1856, Laure Surville. Mon frère est né à Tours le 16 mai 1799, jour de Saint-Honoré. Ce nom plut à mon père, et quoiqu'il fût sans précédent dans les familles paternelles et maternelles, il le donna à son fils. Ma mère avait perdu son premier enfant en voulant l'allaiter. On choisit, pour le petit Honoré, une belle nourrice qui demeurait à la porte de la ville, dans une maison bien aérée et entourée de jardins. Mon père et ma mère furent si satisfaits des soins de cette femme qu'ils me firent élever aussi par elle et lui laissèrent mon frère après son sevrage. Il avait près de 4 ans quand nous revînmes ensemble à la maison paternelle. La belle santé d'Honoré préserva notre mère de toutes ces inquiétudes latentes qui éveillent les tendres sollicitudes et inspirent ces gâteries si chères aux enfants. Ils ne jouaient pas à cette époque le rôle important qu'on leur impose aujourd'hui dans beaucoup de familles. On ne les mettait pas en scène, on les laissait enfants et on les formait avant tout au respect et à l'obéissance envers leurs parents. Madame de la Haye, chargée de nous, eut peut-être trop de zèle à cet endroit, car avec le respect et l'obéissance, elle nous imprimait aussi la crainte. Mon frère se souvint longtemps des petits effrois qui nous saisissaient quand elle nous conduisait le matin dire bonjour à notre mère et quand nous entrions dans son salon pour lui souhaiter le bonsoir. C'était pour nous comme des cérémonies solennelles, quoiqu'elles se répétassent tous les jours. Il est vrai que par des signes convenus, ma mère voyait, soi-disant sur nos visages, les petits méfaits que nous avions pu commettre et qui nous valaient de sévères réprimandes de sa part, car elle seule nous punissait ou nous récompensait.
Honoré ne fut donc ni transformé en prodige, ni adulé dans cet âge où l'on ne comprend encore l'amour de ses parents que par des baisers et des sourires. S'il trahit de bonheur quelques-unes des qualités qui devaient le rendre illustre, nul ne le remarqua ni ne s'en souvint. C'était un charmant enfant, sa joyeuse humeur, sa bouche bien dessinée et souriante, ses grands yeux bruns à la fois brillants et doux, son front élevé, sa riche chevelure noire le faisaient remarquer dans les promenades où l'on nous conduisait tous les deux. La famille réagit tellement sur le caractère des enfants et exerce de si grandes influences sur leur sort que quelques détails sur nos parents me paraissent ici nécessaires. Ils expliqueront d'ailleurs les premiers événements de la jeunesse de mon frère. Mon père, né en Languedoc en 1746, était avocat au Conseil sous Louis XVI. Sa profession le mit en relation avec les notabilités d'alors et avec des hommes que la Révolution fit surgir et rendit célèbres. Ces circonstances lui permirent, en 1793, de sauver plus d'un de ses anciens protecteurs et de ses anciens amis. Ses services dangereux l'exposèrent et un conventionnel très influent qui s'intéressait au citoyen Balzac se hâta de l'éloigner du souvenir de Robespierre en l'envoyant dans le Nord organiser le service des vivres de l'armée. Ainsi jeté dans l'administration de la guerre, mon père y resta, et il était chargé des subsistances de la 22e division militaire lorsqu'il épousa à Paris, en 1797, la fille d'un de ses chefs, en même temps directeur des hôpitaux de Paris. Mon père vécut 19 ans à Tours, où il acheta une maison et des propriétés près de la ville. Après 10 ans de séjour, on parla de le nommer maire, mais il refusa cet honneur pour ne pas abandonner la direction du grand hôpital dont il était chargé. Il craignait de manquer de temps pour bien remplir cette triple fonction. Mon père tenait à la fois de Montaigne, de Rabelais et de l'oncle Tobie par sa philosophie, son originalité et sa bonté. Comme l'oncle Tobie, il avait aussi une idée prédominante. Cette idée chez lui était la santé. Il s'arrangeait si bien de l'existence qu'il voulait vivre le plus longtemps possible. Il avait calculé, d'après les années qu'il faut à l'homme pour arriver à l'état parfait, que sa vie devait aller à 100 ans et plus. Pour atteindre le plus, il prenait des soins extraordinaires et veillait sans cesse à établir ce qu'il appelait l'équilibre des forces vitales. Grand travail vraiment. Sa tendresse paternelle augmentait encore ce désir de longévité. À 45 ans, n'étant pas marié et ne comptant pas se marier, il avait placé une bonne partie de sa fortune en viager, moitié sur le grand livre, moitié sur la caisse Lafarge qu'on fondait alors et dont il était un des plus forts actionnaires. Il touchait en 1829, quand il mourut par accident à l'âge de 83 ans, 12 000 francs d'intérêt. La réduction des rentes, les gaspillages qui eurent lieu dans l'administration de la tontine diminuèrent ses revenus. Mais sa belle et verte vieillesse lui donna l'espoir de partager un jour avec l'État, à l'extinction des concurrents de sa classe, l'immense capital de la tontine, ce qui eut grandement réparé le tort qu'il avait fait à sa famille. Cet espoir passa tellement chez lui à l'état de conviction qu'il recommandait sans cesse aux siens de conserver leur santé pour jouir des millions qu'il leur laisserait. Cette conviction que chacun entretenait le rendait heureux et le consola dans les revers de fortune qui l'atteignirent à la fin de sa vie. « Lafarge réparera tout un jour, disait-il. » Son originalité, devenue proverbiale à Tours, se manifestait aussi bien dans ses discours que dans ses actions. Il ne faisait et ne disait rien comme un autre. Hoffmann en eût fait un personnage de ses créations fantastiques. Mon père se moquait souvent des hommes qui l'accusaient de travailler sans cesse à leur malheur.
Il ne pouvait rencontrer un être disgracié sans s'indigner contre les parents et surtout contre les gouvernants qui n'apportaient pas autant de soins à l'amélioration de la race humaine qu'à celle des animaux. Il avait sur ce sujet fort scabreux de singulières théories qui le déduisaient non moins singulièrement. Mais à quoi bon publier ses idées, disait-il, en se promenant par la chambre dans sa douillette de soie puce et la tête enfoncée dans la grosse cravate qu'il avait conservée de la mode du directoire. On m'appellerait encore original, ce titre le courrouçait, et il n'y aurait pas un être étiolé ni un rachitique de moins, excepté Cervantes, qui donna le coup de grâce à la chevalerie errante. Quel philosophe a jamais corrigé l'humanité, cette patraque, toujours jeune, toujours vieille, qui va toujours, heureusement pour nous et nos successeurs, ajoutait-il en souriant. Il ne raillait toutefois l'humanité que lorsqu'il ne pouvait lui venir en aide. Il le prouva en maintes occasions. Des épidémies se déclarèrent à plusieurs reprises à l'hospice, notamment lorsque les soldats l'encombrèrent en revenant d'Espagne. Mon père s'installait alors dans l'hôpital et, oubliant sa santé pour veiller au salut de tous, il déployait un zèle qui était pour lui du dévouement. Il détruisit beaucoup d'abus sans redouter les inimitiés que ce genre de courage attire, et introduisit de grandes améliorations dans cet hôpital, entre autres des ateliers de travail pour les vieillards valides, à qui il fit allouer un salaire. Sa mémoire, son esprit d'observation et de repartie n'étaient pas moins remarquables que son originalité. Il se souvenait à 20 ans de distance de paroles qu'on lui avait dites. À 70 ans, rencontrant inopinément un ami d'enfance, il s'entretint avec lui sans aucune hésitation dans l'idiome de son pays où il n'était pas retourné depuis l'âge de 14 ans. Ces fines remarques lui firent plus d'une fois prédire les succès ou les désastres de gens qu'on appréciait bien autrement qu'il ne les jugeait. Le temps lui donna souvent raison dans ses prophéties. Les répliques enfin ne lui faisaient jamais défaut, en aucune occurrence. Un jour, qu'on lisait dans un journal un article sur un centenaire, article qu'on ne passait pas, comme on peut croire. Contre son habitude, il interrompit le lecteur pour dire avec enthousiasme « Celui-là a vécu sagement et n'a pas gaspillé ses forces en toutes sortes d'excès, comme le fait l'imprudente jeunesse. » Il se trouva que ce sage se grisait souvent, au contraire, et soupait tous les soirs, une des plus grandes énormités que l'on pût commettre contre sa santé, selon mon père. « Eh bien, reprit-il sans s'émouvoir, cet homme a abrégé sa vie, voilà tout. » Quand Honoré fut d'âge à comprendre et à apprécier son père, c'était un beau vieillard, fort énergique encore, aux manières courtoises, parlant peu et rarement de lui, indulgent pour la jeunesse qui lui était sympathique, laissant à tous une liberté qu'il voulait pour lui, d'un jugement sain et droit malgré ses excentricités, d'une humeur si égale et d'un caractère si doux qu'il rendait heureux sous tous ceux qui l'entouraient. Sa haute instruction lui faisait suivre avec bonheur les progrès des sciences et les améliorations sociales dont à leur début il comprenait l'avenir. Ma mère, riche, belle, et beaucoup plus jeune que son mari, avait une rare vivacité d'esprit et d'imagination, une activité infatigable, une grande fermeté de décision et un dévouement sans bornes pour les siens. Son amour pour ses enfants planait sans cesse sur eux, mais elle l'exprimait plutôt par des actions que par des paroles. Sa vie entière prouva cet amour. Elle s'oublia sans cesse pour nous, et cet oubli lui fit connaître l'infortune qu'elle supporta courageusement. Sa dernière et plus cruelle épreuve fut, à l'âge de 72 ans, de survivre à son glorieux fils et de l'assister dans ses derniers moments. Elle pria pour lui à son lit de mort, soutenue par la foi religieuse et qui remplaçait toutes ses espérances terrestres par celles du ciel. Ceux qui ont connu mon père et ma mère attesteront la fidélité de ces esquisses. Les qualités de l'auteur de la comédie humaine sont certainement la conséquence logique de celles de ses parents.
Il avait l'originalité, la mémoire, l'esprit d'observation, le jugement de son père, l'imagination, l'activité de sa mère, de tous les deux, enfin, l'énergie et la bonté. Honoré était l'aîné de 2 sœurs et d'un frère. Notre sœur cadette mourut jeune, après 5 années de mariage. Notre frère partit pour les colonies où il se maria et resta. À la naissance d'Honoré, tout faisait présager pour lui un bel avenir. La fortune de notre mère, celle de notre aïeule maternelle qui vint vivre avec sa fille dès qu'elle fut veuve, les émoluments et les rentes viagères de mon père composaient une grande existence à notre famille. Ma mère se consacra exclusivement à notre éducation et se crut obligée d'user de sévérité envers nous pour neutraliser les effets de l'indulgence de notre père et de notre aïeul. Cette sévérité comprima les tendres expansions d'Honoré, à qui l'âge et la gravité de son père inspiraient aussi la réserve. Cet état de choses tourna au profit de l'affection fraternelle. Ce fut certainement le premier sentiment qui s'épanouit et fleurit dans son cœur. J'étais de 2 ans seulement plus jeune qu'Honoré, et dans la même situation que lui vis-à-vis de nos parents élevés ensemble, nous nous aimâmes tendrement. Les souvenirs de sa tendresse datent de loin. Je n'ai pas oublié avec quelle vélocité il accourait à moi pour m'éviter de rouler les 3 marches hautes, inégales et sans rampe qui conduisaient de la chambre de notre nourrice dans le jardin. Sa touchante protection continua au logis paternel, où plus d'une fois il se laissa punir pour moi sans trahir ma culpabilité. Quand j'arrivais à temps pour m'accuser, « N'avoue donc rien une autre fois, me disait-il, j'aime à être grondé pour toi. » On se souvient toujours de ces naïfs dévouements. D'heureuses circonstances protégèrent encore notre affection. Nous vécûmes toujours l'un près de l'autre, dans une intimité et une confiance sans bornes. Je connus donc en tout temps les joies et les peines de mon frère, et j'eus toujours le doux privilège de le consoler, certitude qui fait aujourd'hui ma joie. Le plus grand événement de son enfance fut un voyage à Paris, où ma mère le conduisit en 1804 pour le présenter à ses... Le plus grand événement de son enfance fut un voyage à Paris, où ma mère le conduisit en 1804 pour le présenter à ses grands-parents. Ils raffolèrent de leur joli petit-fils, qu'ils comblèrent de caresses et de présents. Peu habitué à être fêté ainsi, Honoré revint à Tours la tête pleine de joyeux souvenirs, le cœur rempli d'affection pour ses chers grands-parents dont il me parlait sans cesse, les décrivant de son mieux, ainsi que leur maison, leur beau jardin, sans oublier Mouche, le gros chien de garde avec lequel il s'était lié intimement. Ce séjour à Paris servit longtemps d'aliment à son imagination. Notre grand-mère aimait à raconter les faits et gestes de son petit-fils chez elle et répétait volontiers cette petite scène. Un soir, qu'elle avait fait venir pour lui la lanterne magique, Honoré, n'apercevant pas parmi les spectateurs son ami Mouche, se lève en criant d'un ton d'autorité « Attendez !» Il se savait le maître chez son grand-père. Il sort du salon et rentre traînant le bon chien, à qui il dit « Assieds-toi là, Mouche, et regarde, ça te coûtera rien, c'est bon papa qui paye. » Quelques mois après ce voyage, on changeait la veste de soie brune et la belle ceinture de... Quelques mois après ce voyage, on changeait la veste de soie brune et la belle ceinture bleue du petit Honoré pour des vêtements de deuil. Son cher grand-père venait de mourir, frappé par une apoplexie foudroyante. Ce fut son premier chagrin. Il pleura bien fort quand on lui dit qu'il ne verrait plus son aïeul,
et son souvenir lui resta tellement présent à l'esprit que, longtemps après ce jour néfaste, me voyant prise d'un malencontreux fou rire pendant une réprimande de notre mère, il s'approche de moi et pour arrêter cette gaieté intempestive qui menaçait de tourner à mal, me dit à l'oreille d'un ton tragique « Pense à la mort de ton grand-papa ». Secours inefficace, hélas, car je ne l'avais pas connu et ne comprenais pas encore la mort. On le voit, les seules paroles qu'on a retenues des premières années d'Honoré révélaient plutôt la bonté que l'esprit. Je me souviens néanmoins qu'il montrait déjà son imagination dans ces jeux de l'enfance que George Sand a si bien décrits dans ses mémoires. Mon frère improvisait de petites comédies qui nous amusaient, succès que n'ont pas toujours les grandes. Il écorchait pendant des heures entières les cordes d'un petit violon rouge, et sa physionomie radieuse prouvait qu'il croyait écouter des mélodies. Aussi était-il fort étonné quand je le suppliais de finir cette musique qui eût fait hurler l'ami Mouche. « Tu n'entends donc pas comme c'est joli ?» me disait-il. Il lisait enfin avec passion, comme la plupart des enfants, toutes ces féeries dont les catastrophes plus ou moins dramatiques les font tant pleurer. Elle lui inspirait sans doute d'autres contes, car à des habillages étourdissants succédaient quelquefois des silences qu'on n'expliquait que par la fatigue, mais qui pouvaient bien être déjà des rêveries dans des mondes imaginaires. Quand il eut 7 ans, il passa d'un externat de Tours au collège de Vendôme, fort célèbre alors. Nous allions régulièrement le voir chaque année à Pâques et à la distribution des prix. Mais fort peu couronné au concours, il recevait plus de reproches que de louanges pendant ces jours qu'il attendait si impatiemment et dont il se faisait à l'avance tant de joie. Il resta 7 années dans ce collège, où il n'y avait jamais de vacances. Le souvenir de ce temps lui inspira la première partie du livre de Louis Lambert. Dans cette première partie, Louis Lambert et lui ne font qu'un, c'est Balzac en 2 personnes. La vie de collège, les petits événements de ces jours, ce qu'il y souffrit et pensa, tout est vrai, jusqu'à ce traité de la volonté qu'un de ses professeurs, qu'il nomme, brûla sans le lire dans sa colère de le trouver au lieu du devoir qu'il demandait. Mon frère regretta toujours cet écrit comme un monument de son intelligence à cet âge. Il avait 14 ans quand M. Maréchal, le directeur du collège, écrivit à notre mère, entre Pâques et les prix, de venir en toute hâte chercher son fils. Il était atteint d'une espèce de coma qui inquiétait d'autant plus ses maîtres qu'ils n'en voyaient pas les causes. Mon frère était pour eux un écolier paresseux. Il ne pouvait donc attribuer à aucune fatigue intellectuelle cette espèce de maladie cérébrale. Devenu maigre et chétif, Honoré ressemblait à ces somnambules qui dorment les yeux ouverts. Il n'entendait pas la plupart des questions qu'on lui adressait. Devenu maigre et chétif, Honoré ressemblait à ces somnambules qui dorment les yeux ouverts. Il n'entendait pas la plupart des questions qu'on lui adressait et ne savait que répondre quand on lui demandait brusquement « À quoi pensez-vous ? Où êtes-vous » Cet état surprenant, dont plus tard il se rendit compte, provenait d'une espèce de congestion d'idées pour répéter ses expressions. Il avait lu, à l'insu de ses professeurs, une grande partie de la riche bibliothèque du collège, formée par les savants oratoriens, fondateurs et propriétaires de cette vaste institution, et où plus de 300 jeunes gens étaient élevés.
C'était dans le cachot où il se faisait maître journellement qu'il dévorait ces livres sérieux qui avaient développé son esprit aux dépens de son corps, dans cet âge où les forces physiques doivent être au moins aussi exercées que les forces intellectuelles. Personne de la famille n'avait oublié l'étonnement que la vue d'Honoré causa lorsque notre mère le ramena de Vendôme. Voilà donc, disait douloureusement notre grand-mère, comme le collège nous renvoie les jolis enfants que nous lui envoyons. Mon père, fort inquiet de l'état de son fils, fut bientôt rassuré en voyant que le changement de pays, le grand air et le contact bienfaisant de la famille suffisaient à lui rendre la vivacité et la gaieté de l'adolescence qui commençait pour lui. Le classement des idées se fit peu à peu dans sa vaste mémoire, où il enregistrait déjà les événements et les êtres qui s'agitaient autour de lui. Ces souvenirs servirent plus tard à ces merveilleuses peintures de la vie de province. Mu par une vocation qu'il ne comprenait pas encore, elle le portait instinctivement vers des lectures et des observations qui préparaient ses travaux et qui devaient les rendre si féconds. Il amassait des matériaux sans savoir encore à quel édifice ils serviraient. Quelque type de la comédie humaine date certainement de ce temps. Dans les longues promenades que notre mère lui faisait faire, il admirait déjà en artiste les doux paysages de sa chère Touraine qu'il décrivit si bien. Il s'arrêtait quelquefois enthousiasmé devant ces beaux soleils couchants qui éclairent si pittoresquement les clochers gothiques de Tours, les villages épars sur les coteaux, et cette Loire si majestueuse couverte alors de voiles de toute grandeur. Mais notre mère, plus soucieuse pour lui d'exercice que de rêverie, le forçait à lancer le cerf-volant de notre jeune frère ou à courir après ma sœur et moi. Il oubliait alors le paysage et devenait le plus jeune et le plus gai des 4 enfants qui entouraient notre mère. Il n'en était pas ainsi dans la cathédrale de Saint-Gatien, où elle nous conduisait régulièrement aux jours de fête. Là, Honoré pouvait songer à loisir, et aucune des poésies et des splendeurs de cette belle église n'était perdue pour lui. Il remarquait tout, depuis les merveilleux effets de lumière qui produisent les vieux vitraux, les nuages d'encens qui enveloppent comme dans des voiles les officiants, jusqu'aux pompes du service divin, rendues plus splendides encore par la présence du cardinal archevêque. Les physionomies des prêtres qu'il étudiait lui aideront un jour à composer les abbés Birotteau et Laureau et ce curé Bonnet dont la tranquillité d'âme fait un si beau contraste avec les agitations du remords qui torture la repentante Véronique. Cette église l'avait tant impressionné que le nom seul de Saint Gatien réveillait en lui des mondes de souvenirs, où les fraîches et pures sensations de l'adolescence et les sentiments religieux qui ne l'abandonnèrent jamais étaient mêlés aux idées d'homme qui germaient déjà dans ce puissant cerveau. Il suivait comme externe les cours du collège et recevait chez son père les répétitions de ses professeurs. Il commençait à dire qu'on parlerait de lui un jour, et ces paroles, qui faisaient rire, devinrent le texte de plaisanteries incessantes. Au nom de cette célébrité future, on lui fit subir une infinité de petits tourments, préludes des plus grands qu'on devait lui infliger pour l'illustration acquise. L'apprentissage n'était pas inutile. Il acceptait toutes ces malices en riant plus que les autres. Il riait toujours dans ce bienheureux temps. Jamais caractère ne fut plus aimable, jamais non plus personne n'eut plus tôt que lui le désir et l'intuition de la renommée. On était loin, cependant, d'exalter ou encourager ce désir. Mon frère, je l'ai déjà dit, un peu comprimé par la crainte, pensait plus qu'il ne parlait devant son père et sa mère. Ceux-ci, ne pouvant le juger en toute connaissance de cause, ne voyaient en lui, comme ses maîtres,
qu'un garçon fort ordinaire, qu'il fallait quand même stimuler pour lui faire faire ses devoirs de grec et de latin. Notre mère, qui s'occupait plus particulièrement de lui, soupçonnait si peu ce qu'était déjà son fils aîné et ce qu'il deviendrait un jour, qu'elle attribuait au hasard les réflexions et les remarques sagaces qui lui échappaient parfois. « Tu ne comprends certainement pas ce que tu dis là, Honoré, » lui disait-elle alors. Lui, pour toute réponse, souriait de ce sourire si fin, si railleur ou si bon dont il était doué. Cette protestation, à la fois éloquente et muette, était taxée d'outrecuidance quand ma mère l'apercevait, car Honoré, n'osant pas avoir raison avec elle, ne lui expliquait ni ses car Honoré, n'osant pas avoir raison avec elle, ne lui expliquait ni ses idées ni son sourire. Les compressions qu'on exerce sur le génie, les injustices qui le froissent, les obstacles qu'on lui oppose, doublent peut-être ses forces et impriment plus de vigueur à son essor. On aime du moins à le penser. À la fin de 1814, mon père fut appelé à Paris à la direction des vivres de la première division militaire. Honoré acheva ses études chez M. Lepitre, rue Saint-Louis, et chez messieurs Sganzer et Bezelin, rue de Torigny, au Marais, où nous demeurions. Honoré ne fut pas plus remarqué dans ces institutions que dans les collèges de Vendôme et de Tours. En faisant ses discours de rhétorique, il commença à s'éprendre des beautés de la langue française. J'ai conservé l'une des compositions de concours, le discours de la femme de Brutus à son mari après la condamnation de ses fils. J'ai conservé l'une de ces compositions de concours, le discours de la femme de Brutus à son mari après la condamnation de son fils. La douleur de la mère y est peinte avec énergie, et cette faculté puissante que possédait mon frère d'entrer dans l'âme des personnages s'y fait déjà remarquer. Ses classes terminées, il rentra une 3e fois sous le toit paternel. On était en 1840. Ses classes terminées, il rentra une 3e fois sous le toit paternel. On était en 1816. Il avait alors 17 ans et demi. Ma mère faisait du travail la base de toute éducation et s'entendait merveilleusement à l'emploi du temps. Elle ne laissa donc pas un instant son fils oisif. Il reçut des leçons sur toutes les sciences négligées au collège et suivit les cours de la Sorbonne. Je me souviens encore de l'enthousiasme que lui causaient les éloquentes improvisations des Villemain, des Guizot, des cousins. C'était la tête en feu qu'il nous les redisait pour nous associer à ses joies et nous les faire comprendre. Il courait travailler dans les bibliothèques publiques afin de mieux profiter des enseignements de ses illustres professeurs. Pendant ses pérégrinations au quartier latin, il achetait sur les quais des livres rares et précieux qu'il savait choisir. Ce fut là l'origine de cette belle bibliothèque que ses constantes relations avec les libraires rendirent si complète et qu'il voulait léguer à sa ville natale. Mais l'indifférence de ses compatriotes pour lui, lors de ses voyages à Tours, le blessa si profondément qu'il renonça à ce projet. Monsieur Brun, préfet actuel d'Indre-et-Loire, ancien camarade d'Honoré au collège de Vendôme, d'accord avec le maire, monsieur Mam, frère du célèbre libraire, qui édita les premières œuvres de Balzac, dont il comprit aussitôt l'avenir, ont fait placer une inscription sur la maison où l'auteur de la comédie humaine est né. Ce n'est toutefois pas celle où il passa son enfance. La maison de mon père appartient aujourd'hui à madame la comtesse d'Outremont, amie de notre famille, et portait autrefois le numéro 29 de cette rue qui partage la ville et la traverse. La maison de mon père appartient aujourd'hui à madame la comtesse d'Outremont,
ami de notre famille, et portait autrefois le numéro 29 de cette rue qui partage la ville et la traverse depuis le pont jusqu'à l'avenue de Grammont. On eût bien étonné les parents et les amis de Balzac si on leur eût dit, en 1817 et même plus tard, qu'il mériterait un jour cet honneur rendu à sa mémoire, si on leur eût annoncé enfin qu'on donnerait son nom à la rue qu'il habitait à Paris lors de sa mort, et qu'un imposant cortège le suivrait à sa dernière demeure. Il n'aurait pas eu assez d'incrédulité à opposer à de telles prophéties, car malgré la vivacité d'un esprit qui commençait à se faire jour, nul ne croyait encore à la haute intelligence d'Honoré. Il est vrai qu'il parlait beaucoup, s'amusait de niaiseries comme les enfants et avait une bonhomie et parfois des naïvetés qui le faisaient souvent notre dupe. Il eût été facile néanmoins de remarquer l'attrait qu'il avait pour les gens d'esprit et pour les conversations substantielles. Il se plaisait surtout auprès d'une vieille amie de notre grand-mère, mademoiselle de R, qui avait été liée intimement avec Beaumarchais et qui demeurait dans la même maison que nous. Mon frère la faisait causer sur cet homme célèbre dont, grâce à ces détails, il connut si bien l'existence qu'il eût pu fournir les matériaux de la belle biographie que M. de Lomenie vient de publier sur lui. Mon père voulut qu'Honoré fît son droit. Il subit tous ses examens. Mon père voulut qu'Honoré fît son droit, subit tous ses examens et passa les 3 années de son cours chez l'avoué et le notaire afin d'y apprendre les détails de la procédure et la forme et la teneur de tous les actes. L'éducation d'un homme n'était pas complète, selon mon père, s'il ne connaissait pas les législations anciennes et modernes, et surtout les lois de son pays. Honoré entra dans l'étude de M. de Merville, notre ami. M. Scribe venait de la quitter. Après 18 mois de séjour chez cet avoué, il fut reçu chez M. Passez, notaire, où il resta le même temps. M. Passez habitait la maison où nous demeurions et était aussi l'un de nos intimes. Ces circonstances expliquent la fidélité des descriptions d'intérieur d'études qu'on remarque dans la comédie humaine et la profonde connaissance des lois qu'elles révèlent. J'ai trouvé chez un avoué de Paris le livre de César Birotteau au milieu des œuvres des légistes. Il m'assura que cet ouvrage était excellent à consulter en matière de faillite. Mon frère était fort occupé à cette époque car, indépendamment de son cours de droit et des travaux dont le chargeaient ses patrons, il avait encore à se préparer pour ses examens successifs. Mais son activité, sa mémoire, sa facilité étaient telles qu'il trouvait encore le temps d'achever ses soirées à la table de Boston. Mon frère était fort occupé à cette époque, car, indépendamment de son cours de droit et des travaux dont le chargeaient ses patrons, il avait encore à se préparer pour ses examens successifs, mais son activité, sa mémoire, sa facilité étaient telles qu'il trouvait encore le temps d'achever ses soirées à la table de Boston ou de whist de ma grand-mère, où cette douce et aimable femme lui faisait gagner, à force d'imprudence ou de distraction volontaire, l'argent qu'il consacrait à l'acquisition de ses livres. Il aima toujours ces jeux en mémoire d'elle. Il s'y rappelait ses paroles, et un de ses gestes retrouvés lui semblait un bonheur, arraché à la tombe. Mon frère nous accompagnait aussi quelquefois au bal, mais s'y étant laissé choir malencontreusement, malgré les leçons qu'il recevait d'un maître de danse de l'opéra, il renonça à la danse, tant le sourire des femmes qui suivit sa chute lui resta sur le cœur. Il se promit alors de dominer la société autrement que par des grâces et des talents de salon, et devint seulement spectateur de ces fêtes, dont plus tard il utilisa les souvenirs. À 21 ans, il avait terminé son droit et passé ses examens.
Mon père lui confia les projets qu'il avait pour son avenir et qui eussent conduit Honoré à la fortune. Mais la fortune était alors le moindre de ses soucis. Mon père avait protégé jadis un homme qu'il avait retrouvé en 1814, notaire à Paris. Celui-ci, reconnaissant et pour rendre au fils le service qu'il avait reçu du père, offrait de prendre Honoré dans son étude et de la lui laisser après quelques années de stage. La caution de mon père pour une partie de la charge, un beau mariage, des prélèvements successifs sur les brillants revenus de l'étude auraient acquitté mon frère en peu d'années. Mais Balzac, courbé 10 ans peut-être, sur des contrats de vente, des contrats de mariage ou sur des inventaires, lui qui aspirait secrètement à la gloire littéraire. Sa stupéfaction fut grande à cette révélation. Il déclara nettement ses désirs, et ce fut au tour de notre père d'être stupéfait. Une vive discussion suivit. Honoré combattit éloquemment les puissantes raisons qu'on lui donnait, et ses regards, ses paroles, son accent révélaient une telle vocation que mon père lui accorda 2 ans pour faire ses preuves de talent. Cette belle chance perdue explique la sévérité dont on usa envers lui et la rancune qu'il conserva contre le notariat, rancune qui perce dans quelques-unes de ses œuvres. Mon père ne céda pas toutefois au désir d'Honoré sans regret. Des événements fâcheux les augmentaient encore. Il venait d'être mis à la retraite et de subir des pertes d'argent dans 2 entreprises. Enfin, nous allions vivre dans une maison de Mon père ne céda pas toutefois au désir d'Honoré sans regret. Des événements fâcheux les augmentaient encore. Il venait d'être mis à la retraite et de subir des pertes d'argent dans 2 entreprises. Enfin, nous allions vivre dans une maison de campagne qu'il venait d'acheter à 6 lieues de Paris. Les chefs de famille comprendront les inquiétudes de nos parents en cette circonstance. Mon frère n'avait encore donné aucune preuve de talent littéraire et il avait sa fortune à faire. Il était donc rationnel de désirer pour lui un état moins problématique que celui de littérateur. Pour une vocation telle que celle d'Honoré, vocation qu'il justifia si grandement que de médiocrités ont été jetées en des voies malheureuses pour une semblable condescendance. Aussi, celle de mon père envers son fils fut-elle traitée de faiblesse et généralement blâmée par tous ceux qui s'intéressaient à nous. On allait faire perdre à mon frère un temps précieux. L'état de littérateur pouvait-il en aucun cas mener à la fortune? Honoré avait-il l'étoffe d'un homme de génie? Tous en doutaient. Qu'eût-on dit à mon père s'il eût mis ses amis dans la confidence des offres qui lui avaient été faites? Un intime, un peu brusque et fort absolu, déclara que pour lui, Honoré n'était bon qu'à faire un expéditionnaire. Le malheureux avait une belle main, selon l'expression du maître d'écriture qu'on lui avait donnée à sa sortie du collège. À votre place, ajouta cet ami, je n'hésiterai pas à mettre Honoré dans quelque administration où, avec votre protection, il arriverait promptement à se suffire. Mon père jugeait alors son fils autrement que cet intime, et cette théorie aidant, il croyait à l'intelligence de ses enfants. Il se contenta donc de sourire à cette sortie, tint bon et passa outre. Il est à présumer que ses amis se séparèrent ce soir-là en déplorant entre eux l'aveuglement paternel. Ma mère, moins confiante que son mari, pensa qu'un peu de misère ramènerait promptement Honoré à la soumission. Elle l'installa donc avant notre départ de Paris dans une mansarde qu'il choisit près de la bibliothèque de l'Arsenal, la seule qu'il ne connût pas et où il se proposait d'aller travailler.
Elle meubla strictement sa chambre d'un lit, d'une table et de quelques chaises, et la pension qu'elle lui alloua pour y vivre n'eût certainement pas suffi à ses besoins les plus rigoureux si notre mère n'eût pas laissé à Paris une vieille femme attachée depuis 20 ans au service de la famille et qu'elle chargea de veiller sur lui. C'est cette femme qu'il appelle dans ses lettres l'iris messagère. Passé subitement de l'intérieur d'une maison où il trouvait l'abondance à la solitude d'un grenier où tout bien-être lui manquait, certes la transition était dure, il ne se plaignit pas toutefois dans ce réduit où il trouvait la liberté et portait de belles espérances que ses premières déceptions littéraires ne purent éteindre. C'est alors que commence cette correspondance conservée par tendresse qui devint sitôt de chers et de précieux souvenirs. Je demande grâce pour les badinages familiers que contiennent les premiers fragments que je vais citer. Leur caractère intime appelle naturellement l'indulgence. Je n'ose les supprimer parce qu'ils peignent merveilleusement le caractère primordial de mon frère et que le développement successif d'une telle intelligence me semble intéressant à suivre. Dans sa première lettre, après avoir énuméré ses frais d'emménagement, détail qui n'étaient à d'autres fins que de prouver à notre mère qu'il manquait déjà d'argent, il me confie qu'il a pris un domestique. Un domestique, y penses-tu, mon frère? Oui, un domestique. Il a un nom aussi drôle que celui du docteur. Le sien s'appelle Tranquille, le mien s'appelle Moi-même. Mauvaise emplette, vraiment. Moi-même est paresseux, maladroit, imprévoyant. Son maître a faim, a soif, il n'a quelquefois ni pain ni eau à lui offrir, il ne sait même pas le garantir contre le vent qui souffle à travers sa porte et sa fenêtre, comme Tulou dans sa flûte, mais moins agréablement. Suivent les réprimandes du maître serviteur. Moi-même, plaît-il, monsieur? Regardez cette toile d'araignée où cette grosse mouche pousse des cris à m'étourdir, ces moutons qui se promènent sous le lit, cette poussière sur les vitres qui m'aveugle. Le paresseux regarde et ne bouge pas. Et malgré tous ses défauts, je ne puis me séparer de cet inintelligent moi-même. Dans sa seconde lettre, il s'excuse de la première que notre mère avait trouvée fort négligée. « Dis à maman que je travaille tant que vous écrirez mon délassement. Alors, sauf votre respect et le mien, je vais comme l'âne de Sancho par les chemins, broutant tout ce que je rencontre. Je ne fais pas de brouillons, fille donc, le cœur ne connaît pas les brouillons. Si je ne ponctue pas, si je ne me relis pas, c'est pour que vous me relisiez et pensiez plus longtemps à moi. Je jette ma plume aux bêtes si ce n'est pas là une finesse de femme. Vous saurez, mademoiselle, qu'on économise pour avoir ici un piano. Quand ma mère et toi vous viendrez me voir, vous en trouverez un. J'ai pris mes mesures. En reculant les murs, il tiendra. Et si mon propriétaire ne veut pas entendre à cette petite dépense, je l'ajouterai à l'acquisition du piano et le songe de Rousseau, morceau de Cramer fort à la mode alors, retentira dans ma mansarde où le besoin de songe se fait généralement sentir. Que de travaux il médite. Des romans, des comédies, des opéras comiques, des tragédies sont sur sa liste d'ouvrages à faire. Il ressemble à l'enfant qui a tant de paroles à dire qu'il ne sait par où commencer. C'est d'abord Stella et Coxigru, 2 livres qui ne virent jamais le jour. De tous ces projets de comédie de ce temps, je me souviens des 2 philosophes qu'il eût certainement repris à ses loisirs. Ces prétendus philosophes se moquaient l'un de l'autre, se querellaient sans cesse, comme des amis, disait mon frère en racontant cette pièce. Ces philosophes, tout en méprisant les hochets de ce monde, se les disputaient sans pouvoir les obtenir un succès final qui les raccommodait et leur faisait maudire en commun la détestable engeance humaine. Pour laquelle de ces œuvres lui faut-il le Tacite de notre Père dont l'édition manque dans la bibliothèque de l'Arsenal? Ce désir fait le sujet de sa 3e lettre. Il me faut absolument le Tacite de mon père. Il n'en a pas besoin maintenant qu'il est dans la Chine ou dans la Bible. Mon père, enthousiasmé des Chinois, peut-être à cause de leur longévité comme peuple, lisait alors les gros livres des jésuites missionnaires qui ont décrit la Chine, les premiers.
Il annotait aussi de précieuses éditions de la Bible qu'il possédait, livre qui en tout temps causa son admiration. Il ne te faut pas longtemps pour savoir où est la clé de la bibliothèque. Papa n'est pas toujours chez lui, il se promène tous les jours. Et le farinier Godard est là pour m'apporter le Tacite. À propos, Coxigru dépasse présentement mes forces. Il faut le ruminer et attendre pour l'écrire. Je n'aime pas, ma chère, les travaux historiques, les tableaux, siècle par siècle. Pourquoi t'amuser, et le mot est mal choisi, à refaire l'ouvrage de Blair? Prends-le dans la bibliothèque, il ne doit pas être loin du Tacite. Apprends-le par cœur. Mais à quoi bon? Une jeune fille en sait assez quand elle ne fricasse pas Hannibal avec César, ne prend pas le Trasimène. Les nouvelles de mon ménage sont désastreuses, les travaux nuisent à la propreté. Ce coquin de moi-même se néglige de plus en plus. Il ne descend que tous les 3 ou 4 jours pour les achats. Va chez les marchands les plus voisins et les plus mal approvisionnés du quartier. Les autres sont trop loin. Le garçon économise au moins ses pas, de sorte que ton frère, destiné à tant de célébrité, est déjà nourri absolument comme un grand homme, c'est-à-dire qu'il meurt de faim. Autre sinistre, le café fait d'affreux gribouillis par terre. Il faut beaucoup d'eau pour réparer le dégât. Or, l'eau ne montant pas naturellement dans ma céleste mansarde, elle y descend seulement les jours d'orage. Il faudra aviser, après l'achat du piano, à l'établissement d'une machine hydraulique si le café continue à s'enfuir pendant que maître et serviteur bâillent au Corneille. Avec le Tacite, n'oublie pas de m'envoyer un couvre-pied. Si tu pouvais y joindre quelques vieillissimes châles, il me serait bien utile. Tu ris? C'est ce qui me manque dans mon costume nocturne. Il faut d'abord penser aux jambes qui souffrent le plus du froid. Je les enveloppe du carrick, Tourangeau, que Grognard, de boustiquante mémoire, cousillonna. Grognard était un petit tailleur de Tours, chargé jadis d'ajuster à la taille du fils les habits du père, et qui ne s'acquittait pas de ce travail à la satisfaction d'Honoré. Le susdit carrick, n'arrivant qu'à mi-corps, reste le haut mal défendu contre la gelée, qui n'a que le toit et ma veste de molleton à traverser pour arriver à ma peau fraternelle, trop tendre, hélas, pour le supporter, de sorte que le froid me pipe. Quant à la tête, je compte sur une calotte dantesque pour qu'elle puisse braver aussi l'Aquilon. Ainsi équipé, j'habiterai fort agréablement mon palais. Mon père, pour épargner à son fils des froissements d'amour-propre en cas du non-succès de ses espérances, le disait absent de Paris. C'était d'ailleurs un moyen de le préserver de toute tentation mondaine. Monsieur de Villers, dont il parle dans cette lettre, était un vieil ami de la famille, ancien abbé et comte de Lyon, retiré à Nogent, petit village situé près de l'île Adam. Mon frère avait déjà fait plusieurs séjours chez lui, la spirituelle conversation de ce bon vieillard, ses curieuses anecdotes sur l'ancienne cour où il avait obtenu de grands succès, les encouragements qu'il donnait à mon frère dont il était le confident, avaient fait naître une telle affection entre eux qu'on aurait appelé plus tard l'île Adam son paradis inspirateur. Et voilà, on a fait le lien avec Adieu et d'autres histoires. Quel plaisir cet hommage de Lord Surville à son frère, 6 ans après son décès. Vous croyez qu'il faudrait le lire intégralement? Je suis prêt.